Avant de passer à l'explication technique de la violence de la tempête Niels, eh bien, attardons-nous juste un moment sur la magnitude des rafales qui ont été publiées par Météo France, aussi bien sur son site officiel que sur ses réseaux sociaux. Et donc, on a effectivement atteint des valeurs quand même assez impressionnantes. Alors, bien sûr, en Haute-Corse, avec tous les caps que nous avons, ce n'est guère étonnant. Mais si nous prenons, par exemple, Perpignan, qui a frôlé les 150 kilomètres par heure, 145 à Pau, quand même, dans l'intérieur des terres, 136 à Mont-de-Marsan, et ainsi de suite, jusque Bordeaux, 124 kilomètres par heure. C'est pour certaines stations, je pense, Mont-de-Marsan et Bordeaux, quand même, des records mensuels. Et comme nous sommes en février, qui peut être un mois quand même fort venteux, ben, je trouve que c'est quand même assez significatif. Mais maintenant, il va falloir comprendre le pourquoi de la violence de ces rafales. Pour comprendre ce qui s'est passé avec la tempête Niels, j'ai décidé de réaliser une analyse comparative entre cette tempête et la fameuse Goretti qui a fouetté le nord de la France début janvier. Et j'ai réalisé cette analyse comparative en trois volets. La première, d'abord avec la pression, le resserrement isobarique et la trajectoire. Une trajectoire légèrement plus méridionale avec la tempête Niels, mais ce n'est pas ce qui évidemment impacte le plus. Ce qui est le plus impressionnant, c'est le resserrement isobarique chez Goretti, pardon, qui est beaucoup plus concentré dans la proximité immédiate du centre dépressionnaire, alors qu'avec Niels, c'est bien ce resserrement isobarique dans la partie sud immédiate du côté de la Normandie et de l'Île-de-France n'est pas très important. Le resserrement isobarique est beaucoup plus important, évidemment, dans la partie sud-ouest sur les côtes du golfe de Gascogne. Et donc, évidemment, le volet numéro 2 de l'analyse comparative confirme tout ceci. Nous avons eu, bien évidemment, les rafales les plus impressionnantes chez Niels sur ces côtes du sud-ouest, alors que nous avons eu des rafales beaucoup plus violentes en Manche avec Goretti et bien évidemment avec Niels. Les rafales les plus violentes étaient du côté de la plaine de l'Aude. Et le troisième volet va nous donner une information supplémentaire très intéressante. C'est le volet du courant jet avec Goretti. Et c'est très surprenant, eh bien, le courant jet était dans les plages rouges, c'est-à-dire autour de 200 km par heure. Alors qu'avec Niels, eh bien, nous étions au-delà de 300 km par heure. Nous étions dans les couleurs violettes. Et ça, c'est vraiment assez surprenant. Mais si nous analysons en détail les deux cartes, eh bien, nous pouvons constater que nous avions une sorte d'épingle du courant jet qui s'enfonçait du côté de la Manche avec une connexion vraiment avec le centre dépressionnaire de surface. Nous avions donc un excellent phasage avec une excellente divergence d'altitude pour le cas de Goretti, ce qui permettait à la dépression d'entrer dans une phase de cyclogenèse. Mais avec Niels, eh bien, le centre dépressionnaire était beaucoup plus au nord du courant jet. La connexion était moins bien établie. Et donc, même si effectivement nous avions un centre à 975 hectopascales, le resserrement isobarique dans la proximité immédiate de la tempête Niels n'était pas très prononcé. Non, c'est beaucoup plus dans la partie sud, dans la partie du courant jet que les rafales étaient les plus violentes. Et une question peut se poser à ce moment-là. Mais pourquoi est-ce que ces rafales se sont rabattues, cette violente puissance du vent du courant jet a pu se rabattre vers les basses couches avec la tempête Niels, alors qu'avec la tempête Goretti, même si évidemment le jet était moins puissant, pourquoi ces rafales se sont moins rabattues dans la zone du centre-ouest de la France avec cette dépression? Eh bien, il faut pour cela analyser un élément important dans la structure verticale des courants et de la tempête, et c'est ce que nous allons développer ci-après.
On a beaucoup parlé évidemment du vent avec la tempête Niels. Nous parlons encore actuellement beaucoup des précipitations, de leur cumul et des crues dans certaines régions françaises. On a parlé un peu moins des orages qui ont impacté le sud-ouest de la France, donc dans la nuit aussi du 12 février. Et donc vous avez ici les impacts extraits du site Lightning Maps que vous avez là dans la partie supérieure, mais aussi que vous avez en description pour pouvoir cliquer plus facilement. Et tout ceci est la marque d'une certaine instabilité, pour ne pas dire d'une instabilité certaine, dans ces régions européennes et françaises. Et effectivement, le 12 février à 8 heures du matin, eh bien, on avait les températures au niveau 500 hectopascales, donc avec les isohypses ici plus ou moins vers 5400 mètres, 540 dames décamètres, donc 5400 mètres, eh bien, on avait des températures de moins 26 à moins 28 degrés. Or, comme il faisait encore 10, 12 degrés dans ces régions-là, y compris pendant la nuit, eh bien, on avait quand même un gradient thermique assez resserré qui approchait les 40 degrés. J'ai toujours appris que quand on se rapprochait de cette limite des 40 degrés, eh bien, l'instabilité pouvait être suffisante pour déclencher des orages. En quoi est-il important de comprendre que la tempête Niels est émue par une grande instabilité? Eh bien, cette carte vous donne la réponse. Et je sais que certains vont me dire directement qu'on ne voit rien. Pourtant, croyez-moi, cette carte est bien zoomée sur le territoire de la France, dont on peut voir ici les contours maritimes avec la Bretagne, etc. Et vous avez bien la Grande-Bretagne au nord, la Belgique au nord-est et la Suisse ainsi que l'Italie à l'est. Et que montre cette carte? Eh bien, elle montre le vent vertical à l'altitude 700 hectopascales, c'est-à-dire environ vers 3000 mètres, un petit peu moins. Nous avons les isohypses ici qui montrent par exemple 267, 277, 285. On est donc en décamètre légèrement en dessous de 3000 mètres. Mais ce qui est évidemment très important dans cette carte, ce sont les couleurs qui indiquent la vitesse verticale, donc à l'altitude mentionnée, soit un peu moins de 3000 mètres. Et vous avez les plages de couleurs. À droite, vous avez des couleurs positives et à gauche, vous avez des couleurs négatives avec le moins. Ce qui signifie que les couleurs vertes et bleues sont des ascendances. Ce sont des vitesses verticales, des vents verticaux positifs, et donc il y a ascendance avec les zones bleues. Et évidemment, à gauche, vous avez des vitesses négatives, donc comme par exemple ici, dans le rouge-brun, eh bien, vous avez donc des descendances. Et ce qu'on constate sur toute la zone sud et le sud-ouest, c'est que c'est vraiment un melting pot de couleurs bleues, soit donc ascendantes, soit rouge, brun, descendante. Et ça, cela confirme que nous sommes en présence d'une tempête très instable. Parce que cela signifie qu'il y a vraiment un alignement de courants ascendants et descendants qui sont provoqués par l'instabilité que je viens de vous montrer dans les cartes précédentes. Et c'est là où on en arrive à la fin de la démonstration. S'il y a des courants ascendants, effectivement, pour ne pas avoir une accumulation d'air donc dans la haute troposphère, il doit forcément y avoir un courant retour, un courant descendant. Or, dans la haute troposphère, vous avez un courant jet très puissant qui circulait du côté des Pyrénées, et c'est là qu'on comprend évidemment que si vous avez un courant à 300 km/h et que cette tempête est accompagnée de courants ascendants et surtout descendants, eh bien, ces vitesses de 300 km/h empruntent ces tunnels descendants, ces toboggans descendants et arrivent finalement avec des vitesses proches des 200 km/h dans le massif des Pyrénées et jusqu'à 150 km/h dans les plaines
du sud-ouest. Après la tempête Nils, nous avons eu droit au passage ce week-end de la dépression Oriana. Et cette animation satellite, toute en beauté esthétique, et c'est une des raisons pour laquelle je la montre, eh bien, montre très bien justement le centre dépressionnaire de Oriana qui tourne entre Corse et Sardaigne en cette journée du samedi, avec évidemment toutes les occlusions front chaud, front froid rattachées au centre dépressionnaire. Plus loin sur l'Atlantique, nous avons l'occlusion d'une autre perturbation avec le front chaud et le front froid qui s'étire tout en longueur jusqu'aux Caraïbes et aux tropiques. C'est la connexion avec la Colombie, mais vous observerez que déjà, eh bien, ce n'est plus le Portugal et la péninsule ibérique qui sont dans le collimateur. Non, c'est plutôt la France en ces journées, évidemment, qui doit supporter tous les cumuls et toutes les inondations, mais c'est un signe que les choses sont en train de remonter. Et alors, last but not least, pour donc le côté esthétique, on a toute la trajectoire du courant jet avec l'écharpe nuageuse. Et observez bien ici le virage avec les cumulus qui descendent ainsi vers le nord de l'Afrique et puis qui remontent autour de la dépression Oriana à l'est, avec notamment ici, eh bien, vous avez les remontées de sable saharien qui sont emportées par ce virage du courant jet. Admettez que ça valait quand même de montrer cette animation qui montre clairement que tout doucement, les choses sont en train de revenir à une latitude un peu plus normale. Ce jeudi 19 février, nous surveillerons néanmoins encore le passage d'une dépression en trajectoire assez méridionale, de telle façon d'ailleurs que dans le nord de la France et peut-être aussi le Benelux, eh bien les isobars seront continentaux avec de l'air froid qui résistera et peut-être, qui sait, de la neige. Mais ce qui va évidemment le plus nous importer dans cette dépression, eh bien, ce sont les cumuls de précipitations. Et pour la journée du 19 février, eh bien, les cumuls sur 24 heures montent malgré tout dans des zones bleues sur cette carte, c'est-à-dire quand même plusieurs dizaines de millimètres sur 24 heures. C'est quand même assez significatif. Et donc, il faudra encore surveiller la situation sur le front des cumuls et des inondations. Cette succession de dépressions et de tempêtes nommées dans le groupe sud-ouest de l'Europe a sérieusement entamé la liste. Nous sommes donc arrivés à Oriana et si jamais la dépression du 19 février devait être nommée pour de vent ou une combinaison de vent, de pluie, de neige, etc., eh bien, nous pourrions même arriver à Pedro. En tout cas, il reste 6 noms donc à éventuellement utiliser et les puristes reconnaîtront la dépression Wilma potentielle comme dernière de la liste, qui fait évidemment penser à l'ouragan Wilma de la saison cyclonique 2005 dans les Caraïbes et qui détient toujours pour l'instant le record de pression la plus basse pour le bassin atlantique avec 882 hectopascales. Ça, c'est pour la petite anecdote. En tout cas, nous sommes en droit de nous demander si cette liste sera vraiment épuisée d'ici la fin de la période qui se termine quand même le 31 août. Alors, est-ce qu'il y a des tempêtes, des dépressions ou au printemps et en été? En tout cas, l'année dernière, le groupe Sud-Ouest, qui est matérialisé avec la couleur plus ou moins verte, eh bien, a nommé 6 tempêtes encore en mars et en avril, et donc on pourrait épuiser, si on suivait cette logique, eh bien la liste des dépressions de ce groupe sud-ouest qui est composé du Portugal, de l'Espagne, de la France, de la Belgique, du Luxembourg et depuis cette année 2026 de Andorre. Oui, 6 pays pour composer le groupe sud-ouest et toutes ces dépressions, ces tempêtes nommées peuvent être ensuite
utilisé par les pays d'autres groupes, notamment le groupe Nord-Ouest, mais aussi le groupe Sud-Est. Et donc, par exemple, les dépressions nommées par l'Espagne, le Portugal et la France, eh bien, ont aussi été utilisées par l'Italie et d'autres pays vers l'est de la Méditerranée lorsque le courant jet traversait toute la Grande Bleue jusqu'aux zones orientales. Va-t-on vers une sortie de crise pour la zone du sud-ouest de la France, notamment la zone de Bordeaux? Si nous analysons ce diagramme du modèle ensembliste européen version intelligence artificielle, eh bien, la réponse serait probablement oui. Nous avons ici les deux diagrammes de la pression et des précipitations. Et nous observons bien effectivement que nous avons eu les dernières pluies donc en cette journée du 16 février. Mais nous avons aussi la dépression donc du 19 février qui passerait encore dans la zone. Et nous pouvons voir avec le diagramme de la pression qu'effectivement nous avons des yo-yo. Parfois des moments de pause, et parfois des moments de pluie avec donc des nouveaux cumuls qui apparaissent. Mais pour la dernière décade du mois de février, eh bien la pression remonterait plus nettement et plus définitivement au-delà de 1020 jusqu'à même potentiellement 1030 hectopascales. Et évidemment, cela se traduit par le diagramme des précipitations qui serait beaucoup plus plat. Oui, et donc après cette dépression du 19 février, eh bien, on peut espérer que pour cette zone, eh bien, les choses vont aller dans le bon sens. Il serait sacrément temps. En tout cas, j'espère que ce décryptage météo numéro 54 eh bien, vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de vous abonner avec la clochette si ce n'est pas encore le cas, et de partager chaîne et vidéo. C'est important pour son référencement et sa notoriété qui continue à grandir. Et je vous en remercie. Je vous donne rendez-vous pour ce lundi 23 février, lundi prochain, pour le décryptage météo numéro 55. D'ici là, portez-vous bien et salut!